Ce que les femmes fortes vous cachent, elles gèrent tout. Son travail, ses enfants, sa famille, ses amis qui l'appellent à minuit pour pleurer dans le téléphone. Elle ne craque jamais. Elle a toujours la bonne réponse, le bon conseil, la bonne énergie. Et pourtant, le soir, quand la porte se ferme et que plus personne ne regarde, quelque chose change. Le masque tombe, et ce qui apparaît dessous, presque personne ne l'a jamais vu. Pas son mari, pas sa meilleure amie, parfois, même pas elle. Aujourd'hui, on va parler de ce que les femmes fortes cachent vraiment. Pas pour les juger, pas pour les plaindre, mais pour comprendre un mécanisme psychologique vieux comme l'humanité, que Carl Jung a passé sa vie à étudier et que Nietzsche, les stoïciens, ou plus récemment la chercheuse Brené Brown, ont chacun éclairé sous un angle différent. Et avant que tu décides que cette vidéo n'est pas pour toi, laisse-moi te poser une seule question. Est-ce que tu connais une femme dont tout le monde dit « elle, rien ne la touche » ? Et est-ce que tu es absolument certain que c'est vrai ? Garde cette question en tête. On va y revenir, et la réponse n'est probablement pas celle que tu imagines. On a grandi avec une image très simple de la force féminine. Une femme forte, c'est celle qui ne pleure pas devant les autres. Celle qui dit « ça va » même quand rien ne va. Celle qui porte tout le monde sur ses épaules sans jamais demander qu'on porte un peu les siennes. Cette image est partout, dans les films, dans les citations qu'on partage en story, dans les discours de motivation qui nous répètent « sois forte ». Ne montre jamais ta faiblesse, mais personne ne parle de l'envers de cette force, de ce qu'elle exige vraiment, de ce qu'elle dévore en silence année après année. Carl Jung, le psychiatre suisse, fondateur de la psychologie analytique, a passé une grande partie de sa carrière à étudier exactement ce phénomène. L'écart entre ce que nous montrons au monde et ce que nous sommes réellement à l'intérieur. Et ce qu'il a découvert va beaucoup plus loin que ce qu'on imagine. Il utilisait un mot emprunté au théâtre antique pour désigner ce visage social qu'on présente aux autres, la persona. À l'époque, c'était littéralement le masque que portait l'acteur sur scène. La persona n'est pas un mensonge en soi. C'est même une nécessité. Personne ne peut se présenter au monde entièrement nu, sans aucune protection psychique. Le vrai problème commence quand on oublie que c'est un masque. Quand à force de le porter, on finit par croire qu'on est ce masque. Pour beaucoup de femmes qu'on qualifie de fortes, ce masque s'est construit très tôt. Parfois dès l'enfance, dans une maison où il fallait être la grande. Celle qui ne fait jamais de vagues, parce qu'il y avait déjà bien assez de tempêtes autour d'elle. Parfois plus tard, dans un monde professionnel où montrer une émotion était immédiatement interprété comme un manque de contrôle, voire un manque de compétence. Alors, la persona devient une armure. Et cette armure est tellement bien ajustée qu'on ne sent même plus son poids au quotidien. On se lève, on sourit, on gère, on rassure tout le monde, on encaisse les remarques injustes sans broncher, et tout le monde y croit. Absolument tout le monde. Y compris parfois la personne elle-même. C'est précisément là que ça devient inquiétant. Jung disait qu'une identification trop forte à la persona finit par couper la personne de sa vie intérieure réelle. On devient excellent à jouer un rôle, et de plus en plus étranger à ce qu'on ressent vraiment derrière ce rôle. Pense à toutes les phrases qu'on utilise pour décrire ces femmes. Elle est increvable. Elle gère toujours tout, rien ne la touche. Reviens un instant à la question du début de cette vidéo. Ce sont des compliments en apparence, mais regarde-les de plus près. Ce sont aussi des phrases qui lui interdisent d'être autre chose qu'increvable. Si un jour elle craque, elle a l'impression de trahir l'image qu'on a construite d'elle. Alors elle ne craque pas. Ou plutôt, elle ne craque jamais devant les autres. Et voilà le moment où l'histoire prend un tournant beaucoup plus troublant. Parce que tout ce qui ne peut pas être montré ne disparaît pas. Ça se déplace. Ça va se loger ailleurs, dans une zone plus sombre de la psyché que Jung appelait l'ombre. L'ombre désigne tout ce qu'une personne refuse de reconnaître en elle-même parce que c'est jugé incompatible avec l'image qu'elle veut donner. Ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais au sens moral. Ça peut être de la tristesse, de la peur, du besoin, de la fatigue. Des choses parfaitement humaines qui n'ont simplement pas leur place dans le rôle de la femme forte. Et voici le point que Jung répétait sans cesse. Celui qui change tout.
L'ombre ne disparaît jamais, simplement parce qu'on refuse de la regarder. Elle continue d'exister, mais en sous-sol. Et de temps en temps, elle remonte, sous forme d'épuisement soudain, sans raison apparente, d'une crise de larmes incompréhensible un soir de semaine ordinaire, d'une irritabilité qui sort de nulle part, ou de ce vide étrange qu'on ressent parfois, alors même que tout va bien sur le papier. Beaucoup de femmes, décrites comme fortes, vivent une forme de solitude très particulière. Elles sont entourées, sollicitées, indispensables et pourtant profondément seules dans leur vie intérieure. Parce que personne ne leur demande jamais comment elles vont vraiment. On leur demande des solutions. On leur demande du soutien. Rarement on leur demande « Et toi, qui s'occupe de toi ce soir ?» Cette ombre cachée prend des formes très concrètes et tu en reconnaîtras peut-être certaines. Le besoin de tout contrôler, parce que perdre le contrôle reviendrait à laisser apparaître ce qui est refoulé. La difficulté presque physique à demander de l'aide, parce que demander, c'est admettre une vulnérabilité que le masque interdit. Et cette peur sourde, souvent inconsciente, d'être un jour démasqué, que si les autres voient enfin la fatigue, la tristesse ou le doute, l'image entière s'effondre comme un château de cartes. Jung ajoutait quelque chose d'encore plus fascinant. Ce qu'on refuse de voir en soi, on a tendance à le projeter sur les autres ou à le combattre chez eux. C'est pour ça que certaines femmes très fortes ont parfois une intolérance étonnante pour la fragilité des autres. Arrête de te plaindre, moi je ne me serais jamais permis ça. Ce n'est pas de la dureté gratuite. C'est l'ombre qui parle en silence. Si je tolère ta fragilité, je dois tolérer la mienne. Et ça, c'est beaucoup trop dangereux. Maintenant, accroche-toi, parce qu'on arrive à un endroit où la philosophie rejoint exactement ce mécanisme. Le philosophe Friedrich Nietzsche avait identifié quelque chose de très proche, dans un tout autre registre. Pour lui, la souffrance non assumée, jamais regardée en face, finit toujours par se transformer en ressentiment ou en dureté, envers soi-même et envers les autres. Sa formule la plus connue, « ce qui ne te tue pas te rend plus fort », a été tellement répétée hors de son contexte qu'on en a oublié l'essentiel. Pour Nietzsche, la force ne venait jamais du déni de la souffrance, mais de sa transformation consciente. Ignorer sa douleur n'est pas une preuve de force. C'en est le plus souvent l'illusion la plus fragile. Alors qu'est-ce qui se cache vraiment derrière la force de ces femmes? Très souvent, 3 choses précises, presque universelles. Une fatigue chronique, jamais vraiment nommée, parce que la nommer obligerait à s'arrêter et s'arrêter fait peur. Un sentiment de solitude affective, même en couple, même entouré, parce que personne ne porte vraiment une partie réelle de la charge. Et une peur ancienne, souvent née dans l'enfance, d'être abandonnée ou jugée si elle se montre vulnérable, avec en dessous une croyance presque jamais formulée à voix haute. Si je ne suis pas forte, est-ce que je mérite encore d'être aimée? C'est lourd à entendre. Mais c'est exactement ce que la chercheuse Brené Brown a passé 20 ans à documenter, à travers des milliers d'entretiens. Et ce qu'elle a découvert va à l'encontre de presque tout ce qu'on nous a enseigné sur la force. On y arrive dans un instant. Mais avant ça, il faut comprendre une dernière pièce du puzzle, peut-être la plus intime de toutes. Jung décrivait une autre part de la psyché, qu'il appelait l'anima, l'énergie intérieure, intuitive, sensible, relationnelle, qu'il jugeait essentielle à l'équilibre de chaque être humain. Beaucoup de femmes qu'on appelle fortes ont appris, parfois très jeunes, que leur sensibilité était un problème à corriger plutôt qu'une ressource à habiter. Arrête de pleurer, sois raisonnable. On n'a pas le temps pour les émotions, alors elles ont appris à fonctionner en mode efficace, en mettant cette part sensible en veilleuse, année après année. Le problème, c'est que cette part sacrifiée ne demande rien d'autre que d'exister. Elle ne disparaît pas avec l'usage, elle attend. Et elle se manifeste parfois de façon détournée, une attirance pour des relations où l'on materne tout le monde, sauf soi-même, un vide existentiel malgré une vie en apparence réussie, une difficulté étrange à recevoir de l'amour ou de l'aide. Alors qu'on excelle à en donner sans compter, il y a une scène que beaucoup de femmes fortes connaissent intimement. Quelqu'un leur propose enfin de l'aide, sincèrement, et au lieu de ressentir du soulagement, elles ressentent un malaise, presque de la panique. « Non, non, ça va, je gère ».
Pourquoi ce réflexe alors même qu'elles sont épuisées jusqu'à l'os? Parce qu'accepter l'aide, c'est laisser quelqu'un voir la fissure. Et le masque a appris, depuis longtemps, que la fissure est dangereuse. C'est exactement le terrain qu'a exploré Brené Brown. Elle a interrogé pendant des années des personnes qui vivaient avec un sentiment profond de valeur personnelle, malgré les échecs, les blessures, les imperfections. Et son constat a surpris tout le monde. Elle la première. Ce qui distinguait ces personnes n'était pas l'absence de vulnérabilité. C'était leur capacité à l'accueillir, à la nommer, à la montrer aux bonnes personnes, au bon moment. Pour elle, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est l'endroit précis où naissent le courage et la créativité. Et c'est une idée qui bouleverse complètement l'éducation que beaucoup de femmes ont reçue. On leur a appris « montre ta force, cache ta vulnérabilité ». Brené Brown affirme exactement l'inverse. C'est précisément en cachant systématiquement sa vulnérabilité qu'on s'épuise, qu'on se déconnecte des autres et qu'on devient paradoxalement plus fragile à long terme, pas plus forte. Pourquoi un tel paradoxe? Parce que la honte, ce sentiment de « je ne suis pas assez », se nourrit du silence et du secret. Plus on cache une partie de soi, plus cette partie prend du pouvoir sur nous dans l'ombre. Et plus on la partage dans un cadre sûr, avec des personnes capables de l'accueillir, plus elle perd son emprise sur nous. Ça ne veut pas dire qu'il faut étaler sa vie intérieure à n'importe qui, n'importe quand. La vulnérabilité n'est pas de l'exhibition. C'est un choix conscient, fait avec discernement, de se montrer authentique avec les personnes qui ont gagné le droit d'entendre notre histoire. Et si tu penses que ce chemin est confortable, attends une seconde. Pour une femme qui a construit toute son identité sur « je gère seule », ce chemin est terriblement inconfortable. Il demande d'abord d'admettre, en privé, que la force armure a un coût réel, puis de tester petit à petit ce que ça fait de dire à une personne de confiance « en réalité, je ne vais pas si bien que ça », et de découvrir, souvent avec une immense surprise, que cet aveu ne détruit absolument pas le respect qu'on lui porte. Il l'approfondit. Mais attention, parce qu'il y a un piège dans tout ce qu'on vient de dire. Et c'est ici que Nietzsche redevient indispensable. Il ne dit nulle part qu'il faut être faible, ni qu'il faut exposer chaque émotion à tout vent. Il parle d'une transformation. Pour lui, la vraie puissance d'un être humain se mesure à sa capacité à intégrer la souffrance, à en faire quelque chose, plutôt qu'à la nier ou à se laisser écraser par elle. C'est une nuance capitale. Les femmes fortes ne sont pas dans l'erreur parce qu'elles traversent des épreuves et en sortent transformées. Là où ça devient un piège, c'est quand la transformation n'a jamais vraiment eu lieu, parce que la douleur n'a jamais été regardée en face. On a sauté l'étape. On a directement enfilé l'armure sans jamais faire le travail intérieur que Nietzsche jugeait indispensable. La vraie force, dans cette philosophie, n'est pas l'absence de blessures. C'est la capacité à digérer une épreuve, à en tirer du sens et à continuer d'avancer avec cette expérience pleinement intégrée et non enfermée dans un coffre verrouillé à double tour. Il y a une dernière pièce de ce puzzle, et elle vient de la philosophie stoïcienne, notamment de penseurs comme Marc Aurèle ou Sénèque, souvent cités et souvent profondément mal compris dans les contenus de développement personnel actuels. Le stoïcisme est fréquemment résumé en une formule simplifiée. Ne montre jamais tes émotions, contrôle tout. C'est une lecture incomplète, presque une trahison de la philosophie originale. Les stoïciens faisaient une distinction beaucoup plus fine entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Nos pensées, nos jugements, nos réactions intérieures dépendent de nous. Les événements extérieurs, le regard des autres, le résultat final, n'en dépendent pas. Appliqué à notre sujet, ça donne une lecture beaucoup plus juste. Une femme forte au sens stoïcien n'est pas celle qui n'éprouve rien. C'est celle qui choisit consciemment comment elle traite ce qu'elle éprouve. Elle peut ressentir une peine immense et choisir, en pleine conscience, de ne pas la déverser n'importe où, n'importe comment. Mais elle doit quand même la traiter quelque part. Dans un journal, en thérapie, avec une amie de confiance, dans la solitude d'une longue marche. Le piège, pour beaucoup de femmes fortes, c'est qu'elles ont retenu la première moitié de cette philosophie,
Ne pas étaler ses émotions partout et complètement oublier la seconde. Les traiter quelque part, avec sérieux et régularité. Elles ont développé une discipline impressionnante du contrôle extérieur, sans jamais développer, en parallèle, une discipline du soin intérieur. On arrive maintenant au cœur de ce que Jung proposait comme issue à tout ce mécanisme. Il appelait ça l'individuation, le processus par lequel une personne intègre progressivement toutes les parts de sa psyché, la persona, l'ombre, l'anima et bien d'autres, pour devenir un être psychiquement entier, plutôt qu'une collection de masques superposés les uns sur les autres. L'individuation n'est pas un état qu'on atteint une fois pour toutes, comme un diplôme qu'on accroche au mur. C'est un chemin souvent inconfortable qui demande de faire la paix avec des parts de soi longtemps reniées. Pour une femme qui s'est construite sur l'image de la force inaltérable, ce chemin commence presque toujours par une question dérangeante, exactement celle qu'on t'a posée au début de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passerait si je laissais enfin quelqu'un voir que je ne vais pas bien? Concrètement, à quoi ça ressemble? Dans une vraie vie, pas dans un livre de psychologie. Ça ressemble à des petits actes, pas à une révolution spectaculaire. Nommer sa fatigue à voix haute, pour une fois, plutôt que de la masquer derrière un sourire automatique. Accepter une aide qu'on aurait refusée par réflexe il y a 1 an. Pleurer devant quelqu'un sans s'excuser immédiatement après, comme si pleurer était une faute. Dire « je ne sais pas » ou « j'ai besoin d'aide » sans ressentir que ça abîme l'image qu'on a mis des années à construire. Et voici le plus surprenant de toute cette vidéo. Ce qui ressort dans la quasi-totalité des témoignages recueillis par les chercheurs, le respect des autres ne diminue pas quand ce chemin se fait. Il change de nature. On passe du respect qu'on porte à une armure au respect qu'on porte à une personne réelle. C'est moins spectaculaire en apparence, mais infiniment plus solide, parce que ça ne demande plus un effort constant, épuisant, pour être maintenu jour après jour. C'est ça, la vraie force, celle qui dure dans le temps sans épuiser celle qui la porte. Pas l'absence de fragilité, la capacité à l'habiter sans en avoir honte. C'est cette force-là que Jung, Nietzsche, Brené Brown et même les stoïciens, chacun avec son vocabulaire et son époque, décrivent finalement de la même façon. Non pas l'invulnérabilité, mais l'intégrité, le fait d'être une seule personne entière, sans façade qui dévore l'intérieur pour nourrir l'image extérieure. Alors, pour répondre vraiment à la question posée au tout début, qu'est-ce que cachent les femmes fortes? Pas de la faiblesse, pas un secret honteux. Elles cachent simplement leur part humaine, celle qui a peur, qui doute, qui a besoin de repos et de soutien comme n'importe qui d'autre sur cette planète. Et si tu te reconnais dans tout ce qu'on vient de dire, si tu es de celles qu'on appelle increvables, indispensables, toujours debout, voici la chose la plus importante que tu vas entendre aujourd'hui. Tu n'as rien à prouver. La vraie force n'a jamais été de tout porter seul en silence. C'est d'apprendre, petit à petit, à poser une partie du poids devant les bonnes personnes, sans que ça change qui tu es à leurs yeux. Jung disait qu'on ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Pour les femmes fortes, ça veut dire une chose très concrète. Regardez enfin ce que la force a appris à cacher, non pas pour le détruire, mais pour l'intégrer et devenir enfin entière. Pas seulement forte.likez, abonnez et partagez pour ne pas rater les prochaines publications sur cette chaîne.